super. Donc, on est 14 personnes. Donc, super. Bienvenue à toutes et à tous pour la deuxième fois. Je suis très content de pouvoir partager un modèle, moi, qui me passionne beaucoup et qui a à l'usage une très, très forte puissance dans les transformations, que ce soit individuelles ou d'organisation. Donc, on va faire, pour commencer, un petit tour d'inclusion. On va faire ça par le chat. Donc, je vais juste vous demander de donner par le chat, en un ou deux mots maximum, quel est votre, dans quel état d'esprit vous venez ce soir. Dans quel état d'esprit êtes-vous présent ou présente? Curieux, en mode curiosité, c'est bien. Curieuse et fatiguée. Découverte approfondie. Joyeuse dans la communauté de Niof. Ok, si tout le monde a pu l'occasion de s'exprimer. Deuxième question, toujours et c'est aussi pour vous individuellement, c'est quelque chose que je fais systématiquement en formation, donc Nathalie va me comprendre. Quelle est votre intention? Avec quoi voudriez-vous partir à la fin de la session? Quelles seraient là où les pépites, quelles seraient les choses, les éléments avec lesquels vous aimeriez partir? Pardon, Jacques, j'ai appuyé trop vite. Bien, approfondir, une mise en pratique, oui. On fera ça sur la fin. Avec des clés d'accompagnement, des idées, une grille de lecture, tout à fait. Inspiration des clés, l'envie d'essayer, super. Ça, c'est cette notion d'intention, même dans le monde de la facilitation, c'est pour moi quelque chose de fondamental, puisque l'intention va définir l'attention, et l'attention va définir l'énergie. Très cher à notre ami Olivier, ici présent. Donc, l'intention définit l'attention, et l'attention va canaliser l'énergie. Découvrir de nouvelles approches. Auto-charmeur. Attention. OK. Donc, de nouvelles clés de compréhension. Bien. Ouais, Bénédicte. Alors, ce qui est bien, c'est comme on enregistre dans le... On aura toutes vos interventions dans le chat qui sera également sauvegardé. Alors, ça ne vaut pas un nuage de mots tels que on peut connaître, mais on va faire un peu plus. J'aime bien les trucs un peu basiques, quoi, parce qu'en fait, la technologie nous amène des fois peut-être des choses faciles, mais et des fois, quand c'est trop facile, on peut en oublier les fondamentaux. Donc, je vais lancer ce qui va me servir de fil rouge. OK, diaporama. Voilà. Tout le monde voit la diapo, c'est bon? Oui, on est en mode présentateur là. En fait, on voit tout. Il faut d'abord tu te mets en diapo et après tu partages. On dit bonjour à Philippe. Je vais me mettre en mode diapo tout de suite. Par contre, hop. Hello. Hello. Salut Jacques. Salut Philippe from Toulouse. From Toulouse. Ah, from Toulouse. Non. Toulouse. Yes, Toulouse. C'est bientôt toi, Toulouse? Ouais, j'étais il y a une semaine. J'y retourne dans un mois, absolument. D'accord. Normalement, ça devrait être bon là. Parfait. Parfait. Je vais y aller.
OK, donc on va voir un peu plus en détail ce que on avait montré, au dernier off qu'on avait fait, avec Olivier sur justement les notions de transformation et même de métamorphose, on peut aller jusque-là, au niveau des organisations. Ça marche pour les individus et pour les organisations. Alors au programme, on va faire un petit tour dans les années 30 avec la sémantique générale. Peut-être certains d'entre vous qui connaissent. Je vous ai prévu un petit bonus qui sort un peu, parce que je crois que c'est important en tant que facilitateur ou facilitatrice. Alors souvent, je parle de facilitateur, je parle du rôle, hein, que le rôle soit animé par un homme ou une femme ou autre chose. Je parle souvent du rôle. Donc, notion de complexité versus quelque chose qui est compliqué. On va voir quelque chose qui va être intéressant également dans les transfos, c'est le critère d'Einstein. L'origine des doubles niveaux, les doubles niveaux de transformation, métamorphose, on va voir vraiment comment ça fonctionne. On va voir des exemples d'application des niveaux existentiels. Également, on va voir dans l'application qu'on a fait au fin août dernier au Summer Camp dans le cadre de l'IAF, donc l'application qu'on s'est fait nous-mêmes au niveau de l'IAF et de France Facilitation. Donc, la sémantique générale, donc c'est Alfred Korzybski, dont on voit une photo ici, qui a fait ça dans les années 30. Et il y a 3 prémices dans la sémantique générale. C'est la carte n'est pas le territoire. Donc la carte, c'est le paradigme, la façon de voir le monde n'est pas le territoire. Donc la réalité est très différente de la modélisation qu'on peut en faire. Et donc ça nous apprend, surtout que la deuxième prémisse, c'est qu'aucune carte ne décrit complètement le territoire. Donc l'idée, c'est d'avoir des modèles, des cartes qui soient le plus proches ou le moins éloignés d'un territoire. Même les mathématiques sont également une carte. Hein, donc des fois, on utilise les mathématiques pour décrire des territoires avec la physique, mais c'est constamment remis en cause. Hein, c'est-à-dire un des principes de la science, c'est des fois d'avoir des modèles qu'on remet en cause. Et la troisième prémisse de la sémantique générale des années 30, c'est une carte est autoréflexive, en ce sens qu'une carte idéale devrait inclure une carte de la carte et une carte de la carte de la carte, ainsi de suite. Résultat de la sémantique générale, je ne sais pas si tout le monde, vous connaissez un peu c'est un tableau de Magritte et qui est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Donc pour celles et ceux qui connaissent, c'est quoi qu'on voit là? Une pipe. Non, c'est pas une pipe, Ah oui, justement. je sais bien, mais c'était pour C'est une représentation d'une pipe. Représentation. Absolument. Donc là, la sémantique générale décolle la confusion. Souvent, on dit, les gens disent, ça c'est une pipe. Non, non, c'est une représentation, donc un dessin d'une pipe. Et donc, c'est souvent important d'éviter les confusions. Et la sémantique générale, si vous êtes en quête de lecture, je vous invite à lire un peu les livres de Korzybski qui maintenant sont traduits en français, et également de ses élèves Weinberg, qui malheureusement sont encore en anglais. Voilà un exemple par rapport à la carte n'est pas le territoire. Est-ce que le personnage est à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? Maintenant que si on porte notre regard sur le haut sur le toit, on voit qu'il sera plutôt à l'extérieur, et si on regarde sur la table, on a l'impression qu'il est plutôt à l'intérieur d'une maison. Voilà, donc ça montre bien qu'en fonction du point de vue, les choses changent. Le bonus sur la complexité. Et je vois souvent, il y a des confusions entre le complexe et le compliqué. Et je vois souvent qu'on veut des fois utiliser la facilitation pour traiter le complexe ou le compliqué. Donc c'est important de faire la différence entre les deux. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de rencontrer l'ancien PDG de Carrefour, qui parlait effectivement, dans sa façon de transformer l'entreprise, c'est de simplifier. Et donc, il confondait pas mal de choses. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il a dû être remplacé, je pense, quelques temps après, je l'ai rencontré. Donc, il y a la différence entre les deux. Pour éviter la confusion, c'est le compliqué, c'est ce qui est difficile à démêler, à comprendre. Ça, c'est la définition du Larousse. Voilà. Quelque chose de compliqué, c'est un cockpit de Boeing dans les années 70, je pense. Et donc là, il fallait
un pilote, un copilote et un mécanicien qu'on appelait mécanicien, mais qui est en fait un ingénieur qui s'occupait de tous ces boutons. Le complexe, c'est quelque chose de très différent. C'est quelque chose qui contient plusieurs parties ou plusieurs éléments combinés de manière qui n'est pas immédiatement claire pour l'esprit. Toujours une définition du Larousse. Et quelque chose qui est complexe, voilà, c'est un plat de pâtes. Si vous laissez tomber un plat de pâtes, bah, personne ne serait capable de prédire la forme et les positions relatives que les différents spaghettis vont avoir entre eux. Ce n'est pas modélisable, ce n'est pas prédictible. Alors que, par exemple, dans le cockpit qu'on a vu avant, on va passer quelques milliers d'heures de formation derrière un simulateur, on va arriver à retrouver le sens de chaque bouton ou de chaque cadran. Donc, d'un côté, il y a quelque chose qui, en prenant du temps, qui peut être prédictible, analysable, et donc le compliqué, et le complexe, quelque chose qui n'est pas modélisable. Alors, peut-on résoudre une complication? Oui, bien sûr, il suffit simplement de simplifier les choses. Voilà. Un exemple de ça, c'est le cockpit d'un Airbus A380. Donc, on voit très, très vite la différence entre celui du Boeing des années 70. Hein. Donc, beaucoup moins de composants. Maintenant, ils sont simplement plus que deux. Il y a un commandant et un copilote. Le mécanicien a été supprimé il y a jamais quelques temps. Donc, voilà. Donc, là, simplification. La question, peut-on résoudre le complexe pour essayer de le simplifier? La question, est-ce qu'on peut résoudre le complexe? En ce qui me concerne, dans mon expérience, je pense qu'on peut simplement s'adapter à la complexité et justement, par définition, comme ce n'est pas modélisable, on ne peut pas y toucher, quoi. OK, diapo suivante, ce que j'appelle le principe, le critère d'Einstein. Vous avez certainement entendu parler à un moment ou à un autre. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée, le même niveau de conscience que celui qui l'a créé. Et ça va être, on va pouvoir appliquer ça au double niveau de transformation. Entre autres, c'est une des applications, il y en a plusieurs, mais une des applications, c'est de trouver où agir, avec quel effet de levier agir quand on a une problématique à résoudre. Donc, on arrive au niveau logique. En fait, les niveaux logiques ont commencé à être créés par Gregory Bateson dans les années 70, au siècle dernier, qui sont, quand il a fait ses niveaux d'apprentissage. Donc, Gregory Bateson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un un petit peu qui était le leader de ce qu'on appelle l'école de Palo Alto, avec également l'approche systémique de Palo Alto, qui était donc sur le côte ouest, donc à côté dans la région de San Francisco. Et un des élèves de Gregory Bateson, qui s'appelle Robert Dills, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui ont fait un peu de formation de type PNL. Donc, Robert a développé, à partir des niveaux d'apprentissage de Bateson, les niveaux logiques de changement et d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qu'il a créé en 1976. Donc, voilà l'exemple qu'il en fait. Il l'a présenté sous forme de double pyramide, avec qu'on verra par la suite sur une forme un peu plus évoluée. Donc la partie au-delà de la pyramide du haut, c'est ce qu'il appelle transpersonnel, donc également que certaines personnes vont appeler entre guillemets spirituel. Donc des choses où on se connecte à des choses plus grandes que soi, soit au niveau individuel, soit au niveau équipe, soit au niveau organisation. Alors, à quoi servent les différents niveaux logiques? Premièrement, c'est une analyse pertinente de nos processus cognitifs et des niveaux d'abstraction. Donc, les niveaux d'abstraction qui ont été initiés par Korzybski avec la sémantique générale. Des outils d'évaluation et d'évolution des individus et des organisations. Et là, ça nous intéresse au premier chef en tant que facilitateur de transformation, voire de métamorphose au niveau des organisations. Et c'est un outil d'application pratique des niveaux de pensée d'Einstein. Alors en fait, les niveaux logiques reprennent un peu la métaphore de l'iceberg, que tout le monde connaît plus ou moins. Vous savez, il y a la partie émergée qui est au-dessus, et la partie immergée, les 10% émergés qu'on voit, et les 90% d'immergés qui sont sous le niveau de l'eau, qu'on ne voit pas. Sauf que là, dans ce cas-là, les niveaux logiques reprennent l'iceberg, mais à l'envers, c'est retourné. C'est dans les premières lignes que c'est visible, et les choses moins visibles sont dans la partie supérieure. Alors,
Dans les niveaux logiques, on va commencer dans les niveaux logiques, ce que j'ai appelé le niveau existentiel, c'est dans l'existence, c'est dans l'espace-temps. C'est des choses qu'on peut voir, mesurer. Le premier niveau, le niveau de base, le socle, si je reprends un peu la métaphore de la pyramide qu'utilisait Robert Dills, l'environnement, c'est le premier niveau. Et l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'ordinateur qui permet d'être connectés ce soir, la chaise ou le fauteuil sur laquelle on est assis, la table sur laquelle l'ordinateur est posé, la maison qui nous abrite, ainsi de suite. Hein, donc, tout ce que l'être humain a créé, ça considère comme l'environnement. Si on est dans le monde du travail, c'est là où on travaille. Donc, si on est en présentiel, c'est les bureaux et l'organisation des bureaux. Si on est en distanciel, c'est effectivement l'ordinateur et le local chez nous qui va nous servir, l'endroit pour effectuer notre tâche à distance. L'idée des niveaux logiques, c'est que le niveau supérieur directement est à la source de l'environnement. Donc, si on pose un peu la question, l'environnement, l'ordinateur, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que l'ordinateur a été créé? Entre autres parce qu'on l'a acheté, mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, éventuellement, on pouvait, si 2-3 personnes veulent verbaliser avec le micro, ouvrir le micro, dire qu'est-ce qui fait que, vraiment d'une manière basique, que l'ordinateur sur lequel nous communiquons existe. Quelle est la source de l'existence de notre ordinateur? Besoin? Le Il y avait un besoin exprimé? besoin, ok, ouais. Autre chose? Si on revient au niveau basique, c'est qu'il y a eu des comportements. Il y a eu des ingénieurs qui se sont regroupés, qui ont discuté avec eux ensemble, qui se sont mis devant notre ordinateur pour concevoir avec des logiciels d'assistance, bien sûr, des chips, des composants électroniques, qui ont fait des cartes mères, qui ont dessiné mécaniquement les boutons de notre ordinateur, qui ont dessiné la coque, le châssis, ainsi de suite. Hein. Donc, la source de l'environnement, de ce qui existe, c'est les comportements humains. Et là, il y a juste deux choses, c'est ce que les gens ont fait, donc par exemple fabriquer des actions, ou qui ont parlé. Donc, dans les comportements, on retrouve ce qui est dit et ce qui est fait. Quelle est la source des bons comportements? Une idée? Qu'est-ce qui fait que nous avons les comportements appropriés pour fabriquer un ordinateur ou pour faciliter une transformation? Les compétences. Les compétences, oui. D'accord. Donc là, on va appeler ça les capacités. Hein. Donc les capacités, c'est toutes les compétences qu'on peut avoir, c'est savoir, savoir-faire, savoir-faire, savoir-être. Hein. Donc souvent, quand on parle de posture, c'est dans ce niveau-là que se retrouvent les postures, les capacités. Donc c'est le monde de la formation qui permet d'augmenter ces capacités. Quelle est la source des capacités? Des idées? Les valeurs. Oui, les valeurs. Le cerveau. Oui, mais dans le cerveau, les croyances et les valeurs. Croyances. D'accord, il y a les valeurs, effectivement, et les croyances. Si vous, par exemple, je prends un exemple très, très simple, Nathalie me comprendra, si vous avez une personne qui a une croyance, en général inconsciente, qui dit qu'il ou elle est bête, d'accord, vous pouvez venir avec le meilleur pédagogue, avec les meilleurs outils pédagogiques, en général, la messe est dite, d'accord? C'est quelque chose qui va bloquer ou freiner fortement l'acquisition de capacités, nos croyances ou nos valeurs. Alors, ça peut soit les bloquer, soit les favoriser, effectivement. Hein, d'où, entre autres, les effets, pour ceux qui connaissent, l'effet Pygmalion. Ces croyances et ces valeurs vont se développer dans des rôles et des identités qui elles-mêmes vont travailler sur une mission qui va être la façon organisationnelle d'œuvrer vers une ambition. Donc on a 7 niveaux, et on a 7 niveaux d'abstraction, et donc on va voir entre autres qu'une des applications des niveaux logiques, c'est de les définir, mais également de les aligner, d'avoir cette notion d'alignement sur l'ensemble des choses. La métaphore que j'utilise souvent pour cet alignement,
c'est passer d'une ampoule à incandescence, où on a les ondes lumineuses qui partent un peu en vrac, n'importe comment, à n'importe quelle fréquence, dans n'importe quel ordre, à un faisceau laser, où on se retrouve avec une seule fréquence lumineuse et où toutes les ondes sont en phase. D'accord? Donc, elles ne s'annulent pas. Et donc, je prends souvent l'exemple d'une ampoule de 10 watts qu'on peut avoir dans notre réfrigérateur. Et un laser de 10 watts, c'est quelque chose qui permet de découper des tôles ou des morceaux de béton de plusieurs décimètres d'épaisseur. Pourtant, dans les deux cas, ça fait 10 watts. Donc, si on regarde un peu au niveau des niveaux logiques, c'est à chaque niveau, on a des questions associées. Dans l'environnement, c'est les questions où, quand, combien. Quand on remonte au niveau de la source de l'environnement, le comportement, c'est que, quoi. Hein, c'est ce que nous faisons, ce que nous disons. Au niveau des capacités, c'est plutôt comment, hein, ce que nous pouvons et avons appris à faire. Les croyances, les valeurs, on est sur du pourquoi en un seul mot. Hein, ce en quoi nous croyons, consciemment ou non. D'ailleurs, ce qui est important, c'est souvent les freins ou les blocages qu'on peut avoir chez les individus ou les groupes d'individus sont liés aux croyances collectives, hein, et donc, entre autres, à la culture, parce que la culture se trouve nichée à cet endroit-là. Rôle, identité, c'est qui sommes-nous, hein, notre rôle, notre identité avec un petit i. La mission, c'est notre façon unique d'agir pour tendre vers l'ambition, et l'ambition, c'est qu'est-ce que nous voulons réaliser et obtenir. Donc, dans toute organisation, il y a cette, comme dire Olivier, l'ambition, c'est un peu la raison de faire. C'est une des raisons de faire, c'est l'ambition, c'est ce que nous voulons réaliser, obtenir. Et pour obtenir la chose, on a besoin de faire des choses. Alors, si on arrive sur les doubles niveaux, donc ça, c'est une extension du modèle de Robert Dills qui date de 2016. Et on a effectivement les 7 niveaux existentiels, donc sur le côté droit du dessin, et au niveau côté gauche, on a un peu une partie de ce que Robert Dills a mis dans la pyramide inversée qui était en haut. D'accord? Et donc, en face de l'ambition, on a une vision avec un grand V. Et la vision, c'est quelque chose qui est une utopie, c'est quelque chose de très philosophique, qui est plutôt bisounours. Autant l'ambition, c'est quelque chose qui est très terre-à-terre, très opérationnel. La vision va contrebalancer. On a presque, si on prend un peu d'approche un peu type taoïste, on a le yang qui est l'existentiel et le yin qui serait essentiel, hein, en première approche. Donc la vision, c'est ce qui va nous toucher, nous inspirer et nous émouvoir et nous amener à agir. Donc la vision, c'est un monde soit avec un certain type de perfection où des choses sont améliorées. Et autant la mission, c'était la façon unique opérationnelle de tendre vers l'ambition. Si on se retrouve au niveau essentiel, la raison d'être, c'est la façon unique qu'on a d'une manière philosophique de tendre vers cette vision. Donc quand on redescend en dessous de la raison d'être, on a l'identité avec un grand I. C'est qui nous sommes individuellement, collectivement, au plus profond de nous-mêmes. C'est notre identité profonde, notre identité authentique, d'accord, par rapport à des rôles qu'on peut choisir et qui sont changeants en fonction des endroits de notre existence. L'identité va s'appuyer sur des valeurs avec un grand V. Et ces valeurs vont être des valeurs fondamentales, des valeurs un peu nobles, des valeurs essentielles. Ces valeurs vont s'appuyer sur des talents qu'on va retrouver en face des capacités. Et en fait, quand au niveau individuel, on a les talents qui sont alignés avec les capacités, on commence à toucher, à tutoyer le génie. Je vais vous prendre un exemple que je pense que tout le monde connaît, Mozart. Mozart avait clairement un talent musical. Néanmoins, son père étant prof de musique, de tête, je crois qu'à l'âge de 6 ans, il avait déjà fait faire 3000 heures de piano. Donc, on avait un alignement horizontal. On avait un alignement horizontal au niveau de Mozart pour ah, pardon, excusez-moi, je suis un peu plus vite. Voilà. Excusez-moi, le diapo a sauté. Il y avait un alignement horizontal entre la capacité de Mozart et les talents. Quand on descend encore en dessous des talents, on trouve les contributions qui sont au niveau des comportements, et l'espace, c'est un peu le champ, un peu un champ d'énergie qu'on va créer autour de nous, individuellement, collectivement. Je crois que vous connaissez tous peut-être des personnes autour de vous, quand ils arrivent dans une pièce, dans une salle ou dans un groupe,
soit l'ambiance, l'énergie du groupe grimpe d'un coup, ou elle s'effondre d'un coup. Hein, c'est cette notion d'espace qui va créer justement un peu l'énergie autour de soi, que ce soit au niveau individuel ou au niveau du groupe. Donc l'idée de l'utilisation de ces doubles niveaux, c'est d'avoir déjà un alignement vertical. Hein, je prenais avant la métaphore du faisceau laser, mais également un alignement horizontal, d'avoir une ambition qui soit alignée sur la vision, d'avoir une mission qui soit alignée sur une raison d'être, d'avoir un rôle identité avec un petit i aligné sur l'identité avec un grand I, d'avoir des croyances alignées sur les valeurs fondamentales, les capacités alignées sur les talents, ainsi de suite. Donc en fait, on va se retrouver avec un peu une matrice d'alignement vertical et horizontal. À partir du moment où on est aligné verticalement et horizontal, on va pouvoir avoir une congruence, une cohérence, et l'individu ou l'organisation peut exprimer donc presser à l'extérieur qui elle est. Et donc cet alignement donne effectivement un grand sentiment quasiment de paix intérieure, de zénitude, et de faciliter un fonctionnement en mode flow. Alors, dans l'application qu'on a pu faire, entre autres fin août, on a fait un travail sur les 6 fondamentaux au niveau de l'IAF et de France Facilitation pour faire émerger quelle était la vision au niveau de France Facilitation. Et donc la vision qui a émergé du travail collectif en s'immergeant vraiment dans le système, c'est un monde serein où des rôles tournants créent de la fluidité et de la coopération régénérative. Donc on voit que c'est vraiment une utopie au sens étymologique. Hein, on voit un monde avec quasiment, il y a plein de perfection dedans. C'est quelque chose qui n'arrivera probablement jamais. Hein, les probabilités que ça arrive sont extrêmement faibles, mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut être, qui va nous toucher et nous émouvoir, nous inspirer pour agir, qui donne peut-être du sens à ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, un monde serein où des rôles tournants crée de la fluidité et de la coopération régénérative. Donc quand on descend d'un cran au niveau de la raison d'être de France Facilitation, c'est réparer le monde, la terre et l'histoire, apporter de la résilience et accueillir la diversité. Entre autres, la diversité dans le monde de la facilitation, je crois que tout le monde s'est rendu compte un peu que c'est quelque chose, la facilitation est un monde extrêmement divers, hein, d'où même la notion d'archipel a surgi également et qu'on reprendra un peu après. Donc, raison d'être, c'est réparer le monde, la terre et l'histoire. C'est beau, hein, apporter de la résilience et accueillir la diversité. Les valeurs ont surgi, émergé la solidarité, l'intégrité, la présence et la générosité. Et donc, les offres qui sont organisées régulièrement au niveau de France Facilitation, c'est pleinement une expression de la valeur générosité. Et on entend aussi un peu de solidarité entre les facilitateurs. Donc là, on a trois éléments dans le monde essentiel. On va en avoir 3 autres qui ont émergé dans le monde existentiel. Donc ça, c'était l'ambition qui était émergée à partir de fin août. Donc c'était définir et qualifier le métier de facilitateur à fin mars 2024. Ça arrive bientôt, fin mars, peut-être, ça quand jouable. C'est d'ailleurs le travail du cercle numéro 1 au niveau de l'IAF France. Avoir une reconnaissance du métier de facilitateur à fin juin 2024. Donc ça, c'est le cercle numéro 8. Donc on a des cercles qui ont été créés entre autres de ça, avec des gens qui y œuvrent. Mobiliser les parties prenantes pour passer ensemble à l'échelle, sans membres supplémentaires. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé, donc on va être bon pour recalibrer, hein, 100 membres supplémentaires au 25/12/2023. Donc ça, c'est l'ambition. Donc on voit très bien que les ambitions sont des choses en langage coach professionnel SMART, hein, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, limitées dans le temps, quand il y a des dates, et écologiques, c'est-à-dire que rien ni personne ne pâtit de quoi que ce soit. Les missions, comment, au niveau de France Facilitation, allons-nous tendre vers ces ambitions? 1, c'est être à l'écoute de l'émergence.
Donc là également, il y a un cercle qui était créé et qui commence à fonctionner. Alors, j'ai plus le numéro du cercle. Non, ça doit être 4 ou 5, je ne sais plus. C'est Eric, entre autres, qui a le lead au niveau de ce cercle. Il y a Sandrine présente ici ce soir qui participe. Deuxième partie de la mission, c'est enseigner la facilitation à l'école. Donc, c'est une superbe mission et je pense ça va apporter des choses intéressantes. Ce n'est pas encore lancé, mais des choses vont être lancées à ce niveau-là. Révéler l'invisible comme mission. Documenter la diversité dans la facilitation. On voit vraiment une très grande diversité dans le monde de la facilitation. Créer et entretenir l'infrastructure de dialogue entre ces diversités. Créer des espaces d'émergence. Donc ça également, c'est lié à être à l'écoute de l'émergence, donc c'est le cercle dont je parlais avant. Rendre lisible et navigable l'archipel de la facilitation. Ça, je pense que c'est un peu à voir dans le cercle numéro 1 éventuellement, là où les deux ensemble, pour travailler ensemble. Voilà donc l'ensemble des missions. On voit que c'est quelque chose de très opérationnel. On est dans le côté existentiel, donc on est vraiment dans l'opérationnel. Et les rôles au niveau de France Facilitation, c'est éphémère de l'essence de la facilitation. Donc l'essence de la facilitation, c'est quelque chose qu'on travaille dans le cercle numéro 1 également, de faire émerger cette essence de la facilitation, le rôle de connecteur, collecteur et passeur de bonnes pratiques. On fait également ce soir dans les différents offres que France Facilitation propose, et catalyseur des diversités d'approches. Donc voilà déjà un exemple d'application qu'on s'est fait sur France Facilitation et l'IAF de ce double niveau de transformation et de métamorphose. Alors, on peut voir l'application, donc on peut prendre un peu de temps pour prendre des cas, par exemple, de traitement, de savoir où est l'effet de levier pour résoudre une problématique. Donc, je vais vous mettre à contribution. On va travailler ensemble. Qui est-ce qui a une problématique, par exemple, à traiter? Je vais vous donner un exemple que vous avez vécu récemment ou que vous avez à traiter. Pas d'exemple? Personne n'a d'exemple qu'on voudrait traiter en utilisant ce modèle des doubles niveaux logiques? Bah, prendre tes exemples, Jacques. Oui, je vais prendre un de mes Si, exemples. on a une personne qui se manifeste. 3. Ah. Alors, la transformation culturelle pour intégrer les enjeux écologiques. Bon, et avant, c'était des sujets plus techniques. Non, on a une proposition, la transformation culturelle pour intégrer les enjeux écologiques par Anna Lefauder. Ok, merci Anna. Je vais prendre des choses peut-être plus basiques d'abord. On va y venir, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, Olivier, des choses plus basiques, tu aurais quoi? J'ai peut-être une proposition. J'ai ouvert le micro, Jacques. Oui, En fait, c'est sur un cas concret. Un grand groupe qui veut faire une transformation massive de sa culture et qui, en même temps, nous dit on n'a pas vraiment le temps. Donc, le change, c'est super important, mais on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Donc, on va pour l'instant faire du change, mais en fait, le change, en réalité, correspond à du training. d'accord. Donc, le training, c'est au niveau des capacités, hein. Voilà. D'accord. Alors, c'est intéressant les choses parce que souvent, quand on parle de conduite du changement et souvent quand on parle de transformation, à quel niveau l'action est focalisée? Sur quel niveau? Hein, si on reste juste au niveau existentiel. Alors, ils sont vraiment sur le niveau vision-ambition, c'est-à-dire qu'ils veulent arrêter d'avoir des entités pour avoir vraiment
culturellement un groupe unique, alors qu'ils sont une somme d'entités. Donc, il y a une vraie ambition intrinsèque de transformation. Mais en fait, concrètement, ils n'ont pas le temps parce que le timing qu'ils ont défini pour la transformation est trop court parce qu'ils basculent au niveau d'un ERP en parallèle. Et donc, du coup, ils se focalisent sur le training. D'accord. Alors, c'est intéressant. Le RP, ça va forcer quoi? Le RP clarifie les missions de chacun ou les rôles de chacun, en fait. Et en même temps, demande à développer des capacités pour savoir utiliser les process qui sont induits par le RP. Et ça induit aussi quelque chose au niveau des comportements. Oui, justement, les process, c'est au niveau comportement, donc c'est intéressant. Oui. Et dans un cas général, la plupart ce qu'on appelle des transformations sont, en fait, on parle de changement de comportement. Oui. D'accord. Or, si on veut vraiment transformer l'organisation, on a besoin que la transfo se fasse sur les 7 niveaux, avec un alignement. Et comme les conduites du changement, c'est changement de comportement, on se rend compte que, quelles que soient les méthodes, en général, on vise que le comportement. On fait éventuellement, on change les capacités en faisant du training, mais l'intention de base, c'est de changer les comportements de tout le monde. Or, on ne transforme que les comportements, on ne transforme pas l'organisation. Hein. L'organisation, c'est le tout. Ces 7 niveaux ici représentent un peu l'organisation. Donc, on veut changer qu'une partie, on veut transformer qu'une partie sur les comportements. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est souvent très difficile, c'est souvent très très long. Et dans les études de certains cabinets, 7 fois sur 10, ça ne marche pas. Enfin, ils ne disent pas que ça ne marche pas, ils disent, en langage politiquement correct, la transformation n'a pas donné les résultats escomptés. Oui. Mais en gros, ça veut dire que ça ne marche pas. Et dans les 30% des cas où ça marche, ça a les résultats. Souvent, c'est avec des larmes et du sang, quoi. C'est avec de la résistance. On peut avoir des burn-out, des choses comme ça. On a des problèmes de qualité de vie au travail. Enfin bon, les choses sont plus ou moins forcées. Alors, quand il y a de la facilitation, ça va un peu mieux. Mais en conduite classique du changement, c'est souvent, hein, Olivier en parlait au dernier off, c'est souvent avec des cris et des pleurs et de la résistance. Donc, le souci, c'est que effectivement, l'intention n'est que de travailler au niveau du comportement. Et une utilisation de ça, c'est de commencer à faire un alignement au niveau de l'organisation c'est quoi l'ambition, c'est quoi la mission, le rôle identité. Mais avant, on a besoin de passer par les 6 piliers qu'on a vus avant, les 6 fondamentaux, ces visions, raison d'être, valeurs, qui vont toucher, émouvoir, inspirer pour avoir une ambition qui soit alignée avec la vision, une mission qui soit alignée avec la raison d'être, et des rôles au niveau aussi bien de l'organisation que des sous-systèmes, que s'il y a des business units, au niveau de chaque entité, on va se retrouver avec un travail des 6 fondamentaux à faire. D'accord ? Et donc, c'est intéressant. Donc, on voit qu'habituellement, on veut changer les comportements, et l'erreur vient du fait qu'on néglige les 7 autres niveaux qui ont besoin d'être alignés, d'être congruents. Ensuite, j'ai entendu parler de culture. Dans les niveaux ici existentiels, où se trouve la culture ? C'est plutôt au niveau de mission ou probablement ou identité. En même temps, il y a les croyances aussi dans la culture. Donc, ouais, elle touche un peu tout, je trouve. Enfin, pas tout, mais la culture, c'est croyances-valeurs. D'accord ? Ouais. Les croyances-valeurs collectives. D'accord ? Et souvent, on n'a pas en bonus, on fait la confusion entre compliqué et complexe. Et ici, je vois souvent qu'il y a une confusion entre la culture et les comportements. La culture va définir des comportements, mais les comportements ne sont pas la culture. Donc, quand on veut croire changer la culture en changeant les comportements, on se trompe. On se trompe de niveau, justement, de niveau d'abstraction. Donc, c'est vraiment important de comprendre. Si on veut faire changement culturel, c'est changer les croyances collectives et les valeurs collectives. D'accord ? Donc, si on veut prendre Einstein, changement de culture, transformer la culture, on a besoin d'être au moins 2 niveaux, hein, puisque
Le niveau supérieur, c'est les rôles. Donc, on a besoin de travailler au moins au niveau de la raison d'être et de la mission. Donc, tant qu'à travailler en haut, autant commencer par vision et ambition. Et après, ce qui se passe, une fois qu'on a aligné, ce qui est assez étonnant, c'est que ce principe des niveaux d'abstraction, ça descend au moins comme la DSL. Hein. Pour les gens qui maintenant, la fibre, c'est plus vrai, mais la DSL, quand on est encore en fil, pour avoir Internet, c'est pour asymétrique. C'est-à-dire que à l'époque, pour les gens qui étaient encore en filaire, télécharger allait 10 fois plus vite qu'envoyer d'accord. Aller vers nous, ça allait 10 fois plus vite que ça partait. Et là, c'est important à comprendre, c'est que ces niveaux logiques, ça descend au moins 10 fois plus vite que ça ne remonte. C'est-à-dire que quand on fait une transformation, en fait, que du comportement, au bout de 7, 8, 10 ans, 15 ans, la culture va être modifiée aussi. Mais on aura bloqué, on aura forcé des nouveaux comportements, souvent avec, je parlais avant d'ERP, avec des systèmes d'information qui vont obliger les comportements. C'est-à-dire dans un ERP ou un système d'information, si on ne coche pas les bonnes cases, on ne va pas à l'étape suivante. C'est bloquant. Donc, c'est une façon que certains cabinets de conseil ou certaines structures ont de forcer les comportements en utilisant les systèmes d'information. Mais l'idée de base, c'est le focus sur le comportement. Donc, si on modifie une culture, c'est important de commencer à travailler tout en haut. D'accord. Je prends un autre exemple. Je voulais parler de la culture après. Une chose plus basique. On est dans une entreprise qui fabrique des pièces ou une entreprise informatique qui fabrique du logiciel. D'accord. Et on a des pièces mauvaises ou on a des bugs dans les logiciels. Les défauts de pièces ou les bugs dans les logiciels se trouvent à quel niveau? Donc, c'est une question. Donc, Environnement? Pardon? C'est environnement? Absolument, c'est l'environnement. Okay. Donc, Einstein nous dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que ce qu'il a créé. Donc, niveau d'abstraction, qu'est-ce qui a créé l'environnement? C'est les comportements. Donc, on ne va pas chercher à modifier les comportements, mais on va travailler au moins un cran au-dessus. Et ça veut dire qu'on a besoin de travailler au niveau des capacités, au niveau de la formation. Donc, si on a un défaut ici de l'environnement, on a besoin de travailler sur une formation au niveau des capacités pour fabriquer les bonnes pièces ou pour faire des logiciels sans bug. D'accord, c'est un problème de capacité. Je vais prendre un autre exemple. On est dans une entreprise ou une association et il y a un des responsables ou un des leaders ou un des managers qui a des problèmes comment ça s'appelle, qui est toxique ou qui n'est pas sympa ou ça ne fonctionne pas très très bien. Donc, à quel niveau se retrouve cette problématique? J'ai failli le dire d'ailleurs. Comportement. Comportement, absolument. D'accord. Donc, les gens n'ont pas les comportements appropriés. Donc, quelle est la source des comportements? Les capacités. Donc, un cran au-dessus, il va falloir travailler au niveau du manager ou du leader. Il va falloir travailler au niveau de ses croyances et de ses valeurs. D'accord. Donc, est-ce que la formation va fonctionner dans ce cas-là? Non. Non. Une formation pour changer les croyances, non, formation, c'est au niveau des capacités. Donc là, on va avoir besoin de travailler avec lui sur du coaching professionnel avec des coachs qui ont des compétences pour travailler sur le changement de croyance. J'ai eu l'exemple à un moment dans un de mes clients qui est une grosse administration qui fait voler des avions et il y avait un manager qui avait des soucis avec ses... ou c'est plutôt des CN-1, N-2 qui avaient des soucis avec lui. Donc, je fais un entretien avec lui, de voir pour du cadrage. Et en fait, finalement, il ne voulait pas de coaching. Il dit, mais je vais faire une formation. En fait, il ne l'a jamais faite. Parce que, de toute façon, même la formation n'aurait pas résolu sa problématique. Donc là, avec Einstein, on va très, très bien pour sortir les nouveaux. Donc, pour revenir à la culture, par rapport à même l'environnement et choses comme ça, très génératif, on a besoin de travailler sur les visions. Et une fois que la vision est émergée, la raison d'être et les valeurs, on va avoir tous ces niveaux-là vont être alignés alors que la source va être là. L'inspiration des gens va être là. Alors les 6 piliers, c'est extrêmement intéressant parce que ça va donner 6 raisons d'être et de faire aux personnes qui cherchent du sens.
Hein, il y a peut-être des personnes qui vont trouver du sens dans la vision, d'autres qui vont trouver du sens dans la raison d'être, d'autres dans les valeurs, d'autres dans l'ambition, d'autres dans la mission, d'autres dans les rôles. Mais, ou en choisir 2 ou 3 ensemble. Donc, c'est donner du sens au travail. Et cet alignement va augmenter également l'efficacité et l'efficience de tout le monde. Donc là, on a déjà vu deux façons d'utiliser ces doubles niveaux. Un, en alignement gauche-droite et vertical. Et l'application plus pratique, c'est de dire s'il y a une problématique, où aller travailler en effet de levier, quoi. C'est clair un peu ces applications? Des questions? Ok. Y a-t-il des questions ou d'autres applications? D'autres questions? C'est clair? Comment on peut utiliser les doubles niveaux de transformation? Ah non, je passe ça. Voilà. Est-ce que vous êtes tous en phase avec ce que vient de présenter Jacques, ou vous avez peut-être des questions ou des angles de vision différents à formuler? Ou vous voyez peut-être dans ce que vous êtes en train de travailler, ou dans le passé, vous étiez un peu coincé peut-être dans certains cas. Est-ce qu'avec ce modèle-là, est-ce que vous aurez dit « Ah bah si j'avais su ça à l'époque, j'aurais fait différemment ». Donc, Anna nous dit très clair, merci Jacques. Super. Je peux partager une réaction, un Oui. retour. En ce moment, j'ai plusieurs sujets de conflit à traiter dans mes accompagnements, et je trouve que c'est un prisme intéressant pour les regarder. Pour regarder justement où est-ce que ça se désaligne en fait entre les personnes. Parce que là, on a parlé de l'alignement pour une personne ou pour un collectif, mais j'ai l'impression qu'on peut aussi regarder l'alignement, désalignement entre deux personnes différentes. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Oui, parce que tout à fait, si on peut voir, si on fait ce travail de vision et d'ambition dans une équipe, l'idée, on ne pourra pas avoir dans une équipe ou dans une organisation d'avoir tout le monde, si on regarde au niveau individuel, tout le monde avec la même vision, la même raison d'être ou les mêmes valeurs. Néanmoins, il y a cette notion d'alignement, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des alignements entre les visions et de la compatibilité. Hein. Et quand je parle d'alignement, c'est un peu magnétique, c'est-à-dire que, un peu comme un bateau, pour ceux qui ont fait un peu de voilier, on a un cap global. Alors des fois, on tire des bords, on n'y va pas directement si les vents et les courants ne sont pas forcément favorables, mais on a la tendance générale, on est aligné sur l'endroit vers où on va aller. D'accord ? Et donc ça, c'est intéressant. S'il y a trop gros écarts d'alignement, effectivement, soit il y a besoin de faire un retravail d'alignement dans le cadre du coaching individuel, mais ça demande un gros travail. Et par définition, un peu la vision, la raison d'être et les valeurs, c'est quelque chose qui est presque du domaine de l'acquis. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va forcément se changer. Ce qu'on peut changer, c'est l'ambition, la mission, les rôles et tout ça, quoi. Oui, j'apporterai un complément à tout ce que tu viens de dire, Jacques, c'est qu'effectivement, plus on va sur les niveaux élevés, et tu nommais l'ambition, plus sur un collectif, et ça concerne le facilitateur, on va chercher de l'énergie dans le groupe. Et effectivement, quand on va chercher dans les niveaux trop inférieurs des changements, finalement, comme tu l'as très bien dit, on les force. Donc, on les force, en fait, on génère une énergie négative dans le collectif, l'homéostasie, etc., toutes les fameuses résistances au changement, et les gens se polarisent sur les résistances au changement, alors que quand on a généré l'ambition, collectivement, on souhaite, on désire, on est déterminé à devenir. Et donc là, au contraire, les énergies seront positives. Et en fait, on est quasiment dans l'auto-transformation à un certain stade. Est-ce que tu confirmes ça dans tes lectures? Oui, tout à fait. L'énergie vient vraiment des niveaux supérieurs parce que c'est nouveau. Cette notion, même quand on va les chercher dans l'essentiel, j'aime bien cette expression, être touché aux tripes, ému au niveau de la tête et inspiré au niveau du cœur. Donc, on a en plus les 3 centres d'intelligence de l'être humain qui sont tirés ensemble. Et donc, il y a une expression en français, c'est bouger comme un seul homme. D'accord ? Ah oui. Et si on n'aligne pas au niveau des individus sur le collectif, on se retrouve à être déchiré. C'est-à-dire que, je crois que c'est Pascal qui disait, le cœur a ses raisons que la raison ignore. D'accord ? Et donc, si on a la tête et le cœur ou le corps qui sont pas alignés même d'une manière interne,
bah, on est déchiré, hein, c'est l'expression, je suis déchiré entre deux choses, et être déchiré dans un fonctionnement d'un collectif, c'est pas bon non plus, quoi, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc on peut avoir du déchirement également au niveau collectif, d'où cette notion d'aligner, d'utiliser ces niveaux de changement et d'apprentissage d'une manière de transformation en termes d'alignement, quoi. Et les alignements vont commencer effectivement à réduire les frictions qu'on peut avoir ou les tensions. Pas toujours, mais au moins les réduire. Alors, si ça vous intéresse, je crois que ça doit être faut voir, ça va être en avril. On va faire, j'ai plus le nouveau nom, Olivier va me dire, de ce qu'on a prévu au niveau de ces deux off. Il y aura un retour d'expérience plus complet dans le déroulé, avec justement des gens qui fonctionnaient en silo, le fait de désiloter, et l'application va être faite, je crois, de peut-être le 12 avril. Alors, le nom, le nouveau nom, c'est Alors, la masterclass du 12 avril, c'est la puissance de la facilitation de transformation, tout simplement. Et donc, tu as convié certains Emmanuel Chéron, entre autres, et on aura. d'Acorus. Donc là, l'idée, c'est justement de faire une masterclass avec un intervenant des clients, notamment. Voilà, et donc on a eu l'application justement de ces doubles niveaux, hein. Il était déjà intervenu, Emmanuel, mais d'une manière, un retour d'expérience plus global pour la Fac Week. Là, on va rentrer dans le détail du déroulé, et entre autres l'application de ces doubles niveaux dans ce qui l'intéressait, et des choses comme ça. Donc, on va aller encore un peu plus en profondeur sur une application pratique, effectivement. D'autres questions, d'autres remarques sur lesquelles vous voudriez rebondir? Bah, si c'est complet, on va pouvoir clôturer. Et l'idée, c'est de mettre dans le chat avec quoi vous allez repartir. Hein, au début, je vous avais demandé à quoi vous voudriez partir, avec quelle intention. Et là, avec quoi vous repartez. Est-ce un modèle utilisé largement? Celui-là, non, je ne pense pas. Le modèle de Robert, un peu plus, parce qu'il le développe depuis les années 76. Donc, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui l'ont utilisé. Ça, c'est une évolution donc, du modèle de Robert. Donc, non, il y a relativement peu de gens qui l'utilisent encore. Et donc, aussi, dont l'idée de ce soir, c'est de le partager. Hein, et c'est un modèle qui rend les choses faciles. Donc, pour un facilitateur ou une facilitatrice, rendre les choses faciles, c'est l'essence même de notre métier, je dirais. Oui, moi j'abonderais sur ce que tu dis, c'est que la différenciation entre existentiel et essentiel, elle a été portée par le monde du coaching depuis quelque temps. Alors là, je n'ai pas les racines historiques, et les niveaux, effectivement, ils ont été portés par Robert Dills. Mais la synthèse que tu as toi-même forgée, Jacques, entre ces niveaux et ces deux colonnes, finalement, ça c'est un peu une première, et c'est en cela qu'il y a une simplification. Ok, donc la question, avec quoi partez-vous? Puis si vous voulez dire d'autres choses, en 2-3 mots. Alors, Non, avec l'envie de tester ce modèle, avec une prise de conscience sur la nécessité de cet alignement, une grille à tester. Il y a beaucoup de liens avec le coaching interculturel, une grille de lecture pour un prochain accompagnement, testé pour saisir les nuances essentielles et existentielles, l'envie de lire autrement les situations. Voilà, j'ai lu vos commentaires. Ok. D'autres qui veulent s'exprimer peut-être à l'oral, tout simplement. Oui. Enfin, pour moi, en fait, comme je connaissais un peu, je m'en sers un peu, mais au niveau individuel, en fait, et pas forcément au niveau collectif, on va dire. Et c'est une idée de le mettre un peu plus en situation au niveau collectif, en fait. Ça marche en individuel aussi, hein, très bien, c'est transformer, hein, on va transformer les individus et un collectif. Alors, juste, j'aimerais rajouter, si on utilise ça en collectif, ça va transformer le collectif globalement, mais également le collectif se transformant, les individus vont se transformer en même temps. Ouais. Bah, je l'ai utilisé il y a 2 jours, tu vois, j'étais déjà mais sur une personne. Pas sur un collectif. Ok.
D'autres remarques? D'autres questions? Mhm. Alors pour ma part, moi, c'est un outil que j'utilise dans ma relation client aujourd'hui parce que effectivement, pourquoi finalement tant d'efforts de passer par la facilitation alors qu'on pourrait faire simplement des changements de comportement avec quelques méthodes un peu classiques? Et bien justement, d'aller chercher l'énergie de la profondeur qui va nous transformer véritablement, ce schéma permet de l'expliciter de manière extrêmement simple. On comprend pourquoi il faut faire les choses. Ouais. Alors, il y en a qui disent, on comprend pourquoi juste former ou sensibiliser ne fait pas bouger les lignes, effectivement. Tout à fait, là, et pour transformer, on a besoin de travailler sur tous les niveaux en même temps. Et là, effectivement, on peut faire bouger les lignes. Donc, c'est pour ça intéressant pour nous. Question de Célia David Mauduit. S'il nous reste un peu plus de temps, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la différenciation entre essentiel et existentiel, peut-être avec des exemples, Jacques? Alors, l'existentiel, c'est tout ce qui est lié à l'espace-temps. D'accord? C'est le monde de l'énergie, c'est ce qu'on fait, c'est spécifique, mesurable. On met un scientifique derrière, on peut mesurer des distances, des watts, des choses comme ça. Et donc, on est à l'opérationnel. La distinction de l'essentiel, c'est on touche l'essence de l'être humain et on sort de l'espace-temps. D'accord? On n'est plus dans le monde de l'énergie, on est dans le monde de l'information. Pour certaines personnes, ça serait un monde, certaines personnes appelleraient ça le monde entre guillemets spirituel. D'accord? C'est quelque chose qui est dégagé de l'ego. Le monde existentiel, c'est le monde de l'ego. Dans l'essence, avec un grand E, l'essence humaine, par définition, c'est là où on est authentique. C'est-à-dire que quand nous sommes individuellement, collectivement pilotés par notre essence, c'est pour moi, dans ma définition, c'est là que nous sommes authentiques. D'accord? Puisque l'identité, c'est que nous sommes authentiquement. Et ce qui est intéressant, dès qu'on commence à s'appuyer sur l'essence, c'est qu'on se libère de tous les soucis qu'on a dans l'existence liés à notre ego, c'est-à-dire que les mécanismes de survie, les travers qu'on a, les limitations qu'on a. Voilà. Donc, Et dans l'absolu, peut-être pour préciser encore, ce qui est de l'ordre de l'existentiel peut évoluer dans le temps. L'ambition que j'avais il y a 3 ans et celle que j'ai aujourd'hui, celle que j'aurai demain, peut évoluer. En revanche, peut-être que la vision est beaucoup plus stable et plus profonde. Oui, tout à fait. La notion de vision, même dans les organisations et les groupes, on peut revisiter ça au bout de quelques temps, des années, mais ça bouge très très peu, quoi. Éventuellement, si ça bouge, c'est que ça a manqué de découverte, hein. Couvrir, découvrir. Donc, on n'a peut-être pas assez travaillé la découverte de la vision, mais c'est quelque chose qui est plutôt stable, hein. On retrouve les notions d'inné et d'acquis. Au niveau individuel, tout ce qui est dans l'essence, c'est quelque chose qui est plutôt du domaine de l'inné, et l'acquis, c'est dans l'existentiel. Alors, Audrey poursuit le questionnement en disant, donc, en cible à long terme, est-ce que l'essentiel et l'existentiel deviennent la même chose ou pas? Non. En fait, les deux se superposent, hein, si on voulait être un peu rigoureux. Et l'idée, c'est dans mon sens, c'est de redonner le pouvoir à l'essence et plus à l'ego. C'est-à-dire que on voit en facilitation tous les soucis qu'on a, les problèmes qu'on peut avoir, c'est lié à notre ego et au mécanisme de survie de l'ego, qu'il soit volontaire ou involontaire. Et en fait, l'essence a une capacité nettement supérieure et de connexion au tout, de connexion aux autres que n'a pas l'ego. Parce qu'on dit souvent l'ego est séparé. Dans l'existentiel, l'essence ouvre une autre dimension, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, quand on facilite, justement pour accéder c'est l'essence qui a accès au vrai champ de l'information et au champ du possible. Vous savez, on parle du champ du possible. Le vrai champ du possible est du monde de l'essence. Donc, Célia nous dit par rapport à son questionnement, merci, c'est clarifié. Et Philippe Brézolin nous demande s'il y a des lectures conseillées dans ce sujet. Alors, notamment, j'ai écrit un article un peu de blog il y a en 2016 ou 2017 sur le sujet. Vous pouvez notamment aller voir. Si vous tapez dans Google, faut que je peux notamment vous le mettre dans le chat. Il faut que j'aille le chercher. Ou sinon, à Google, vous tapez Deals revisité. Ça devrait vous l'amener. Oui, et l'article est sur France Facilitation d'ailleurs. Ah bah oui, effectivement, il Voilà, est... donc sur France Facilitation, vous avez l'article. Karen poursuit le questionnement, comment construire un ou plusieurs ateliers avec ce modèle?
Après, peut venir, Karen, je t'invite à venir le 12 avril où on va développer l'atelier qu'on a fait avec Emmanuel. Là, en 2 mouvements, on a déjà présenté les 6 piliers. La première chose dans un atelier, c'est de faire émerger, c'est ce que je fais, hein, c'est de faire émerger les 6 fondamentaux. Quelle est la vision, quelle est la raison d'être, quelles sont les valeurs au niveau du collectif, hein, qu'on traite, et que ce soit une équipe ou une organisation, quelle que soit la taille. Et ensuite, on va voir l'ambition, la mission et la raison d'être. Donc, c'est la première chose. Une fois qu'on a émergé ça, qu'on a fait émerger ça dans l'équipe ou dans l'organisation, ça donne déjà, on voit les effets tout de suite, c'est-à-dire sur le collectif, ça donne du sens, ça donne de la résilience, ça donne de la détermination, ça donne de l'énergie, hein, comme dirait Olivier. Et rien qu'en faisant émerger ces 6 fondamentaux, ça déclenche des choses extrêmement intéressantes. OK. Est-ce qu'il reste des questions, des observations, des attentes? Il nous reste quelques minutes. Karen nous dit merci. You're welcome. Alors, si pas de questions, allez sur le site France Facilitation, vous allez retrouver l'intégralité. Je vais peut-être faire un petit partage d'écran des programmes des off. Hein. Là, on est ici sur l'initiation au double niveau de métamorphose avec Jacques, donc pour cette date aujourd'hui du 24 janvier. Et mercredi de la semaine prochaine, on aura donc les constellations d'organisation des méthodes systémiques puissantes avec Stéphane Thérault. Stéphane n'est pas là ce soir, mais voilà, donc il sera là pour vous présenter ça. Donc c'est un atelier ouvert avec une interview, des explications. Et il y aura aussi un interlab dans le courant du mois de mars sur le sujet, animé plus en profondeur avec une partie expérientielle, donc dans le cadre de France Facilitation Interlab, donc c'est-à-dire en accès réservé aux abonnés, hein, puisque c'est un programme pour grandir ensemble en impact. Et donc, pour être abonné, ce n'est pas très compliqué. Vous allez sur le site, c'est 50 € par an. C'est ce qui permet à l'IF, à IF France de développer son fonctionnement. Voilà, vous pouvez être membre IF World, donc c'est 200 $, vous êtes membre complet. Et donc là, avec l'accès à toutes les activités nationales et internationales, où vous êtes simplement abonné au programme France Facilitation pour les moments de partage un peu plus conséquents en parallèle des off. Voilà. Et donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez sur le site IF France Asso Connect la possibilité de vous inscrire. Voilà, j'ai un petit peu terminé la présentation. Jacques, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion? Après, on pourra peut-être laisser chacun s'exprimer pour faire un dernier tour. Oui, merci pour votre écoute et votre intérêt. Donc, effectivement, je vous invite à expérimenter et voir les résultats. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a très, très vite emballé. J'ai commencé à apprendre ça au début, le niveau de Robert Dills en 2013, et depuis, j'utilise ça régulièrement, effectivement, que ce soit en collectif ou en individuel. Voilà, donc merci de votre écoute et de votre intérêt. Et donc, je passe la parole à qui va encore rajouter quelque chose. Autrement, si c'est complet pour tout le monde, on va pouvoir... Je voudrais remercier Jacques pour cet exposé. C'est amusant parce que Jacques, quand on l'entend parler, on a l'impression que tout est facile. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça, mais bon, on a la chance dans l'équipe France Facilitation de l'avoir et c'est un solide pilier. Merci à toi, Jacques. Merci Philippe. C'est vrai que c'est un de mes talents, rendre les choses faciles. On m'a dit, ouais, toi, tout est facile. Et ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, donc effectivement, c'est un de mes talents, rendre les choses faciles. C'est pour ça que le métier de facilitateur, c'est plutôt facile pour moi. C'est un métier tout trouvé pour toi. Tout à fait. D'autres rebonds? Sinon, on va pouvoir clôturer, terminer la séance. Donc, merci à toutes et à tous de votre intérêt, de vos réactions, de vos questions. C'était très agréable pour moi de parler dans votre écoute. Donc, merci pour ce que vous êtes et qui vous êtes, voilà, et votre intérêt. Bonne soirée.
Voilà, dernier point, Jacques produit des formations pour développer la capacité d'être facilitateur de transformation. Donc, si vous êtes intéressé, on peut vous répondre aussi sur ces points-là. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, bonne Bonne soirée. soirée, à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.